Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, service de l'Agence nationale de la sécurité routière, la NARSA, et quelle fiscalité au service de la relance. Tout d'abord, une mise au point en compagnie du directeur général de l'Agence NARSA au sujet de la suspension puis reprise des services dans certains centres. Benasser Boulajoul nous dressera aussi un bilan d'étape 11 mois depuis la création de l'agence. Ensuite, en seconde partie, nous parlerons donc fiscalité. Le Conseil économique, social et environnemental vient de rendre public ses propositions pour dépasser les effets de la crise Covid sur l'économie. Propositions parmi lesquelles celles liées au réaménagement de l'impôt sur le revenu, l'IR. Explication donc en compagnie du président de l'Ordre des experts comptables, Amin Barkili. Bienvenue à tous. Et dans le papier que vous allez suivre, Ala Ben Ali plante le décor au sujet des services d'immatriculation et notamment la suspension de certains centres dans le cadre du renforcement des mesures de précaution visant à réduire le risque de propagation de l'épidémie. Regardez. Les rendez-vous pris pour renouveler le permis ou la carte grise sont annulés par NARSA. Les usagers sur Rabat, Temara ou Inzgan devront prendre de nouveaux rendez-vous. Vu la situation sanitaire, ces rendez-vous devront être pris à distance via le portail électronique NARSA Khadamat dès ce lundi. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de précaution visant à réduire le risque de propagation de la Covid-19 préconisé par les autorités locales. L'agence a également appelé tous les usagers à respecter les rendez-vous pour éviter les rassemblements d'un trop grand nombre de personnes dans les centres. Une annonce qui risque de surcharger le système de prise des rendez-vous pour le renouvellement des permis de conduire et cartes grises délivrées avant 2010. D'après le ministère de l'Équipement, le nombre de documents à renouveler avant le 31 décembre est d'environ 910 000. Et nous avons le plaisir d'accueillir depuis Rabat le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, la NARSA. Bonsoir, Benasser Boulajoul. Bonsoir, Madame Khadija, et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Tout d'abord, nous allons commencer peut-être avec vous, avec une mise au point par rapport à la suspension et peut-être même la reprise des services dans certains centres de la NARSA. Effectivement, la pandémie Covid-19 nous a imposé un système de gestion pratiquement très particulier. C'est qu'on gère aujourd'hui ce service au jour le jour. Et on est obligé de réagir par rapport au risque de contamination parmi nos salariés, parmi nos fonctionnaires. Et dès qu'on a un cas identifié ou bien testé positif, donc on est obligé de lancer tout un processus et le respect des protocoles qui nous sont imposés par les autorités sanitaires au niveau national. Il se trouve que chaque jour, malheureusement, on a des cas pareils. La semaine dernière, c'était l'occasion, ou bien on avait malheureusement, nous sommes obligés de suspendre l'activité dans 3 centres, au niveau d'Inzgan, au niveau du centre de Rabat et au niveau du centre de Temara. Dans chaque centre, on avait 3, 4, 5 fonctionnaires pratiquement ou bien agents testés positifs et nous étions obligés de fermer le centre, de faire la désinfection totale des centres et également faire le test de l'ensemble de notre personnel et attendre les résultats pour se prononcer. Il se trouve que, Dieu merci, nous avons repris aujourd'hui au niveau du centre de Dinsgan et on va reprendre entre mardi et jeudi les centres de Temara et celui de Rabat. Mais au même moment, il y a des cas aussi qui apparaissent et on a aujourd'hui un cas Covid-19 au niveau de notre centre à Marrakech. Donc, on va faire le test pour l'ensemble du personnel. La même chose au niveau du centre de Casa Sud et un cas qui a été identifié également malheureusement au niveau du Casa Nord. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un problème que nous gérons au jour le jour et on a tout un protocole, un processus qui est bien identifié et à chaque fois qu'un cas est identifié et on lance ce protocole par notamment la désinfection des locaux et aussi le test pour l'ensemble du personnel
pour éliminer les cas positifs et s'organiser en conséquence, parce que quand vous avez 2-3 personnes qui sont malheureusement obligées de s'arrêter de leur activité, donc on est obligé de se réadapter par rapport aux effectifs que nous avons, et on est obligé aussi de suspendre quelques activités, notamment la partie examen, et on essaie d'assurer au moins le strict minimum en termes de services au profit de citoyens. Et vraiment, je saisis l'occasion pour lancer un appel à nos concitoyens, justement, pour éviter la concentration, la congestion au niveau de nos centres, parce que comme on est des centres on est des centres qui assurent un service public, donc nos centres sont des zones d'affluence par excellence, donc de l'ensemble des usagers et de l'ensemble des citoyens au niveau de la ville concernée. Et donc du coup, il peut y avoir, s'il n'y a pas une aide de la part des usagers, donc on peut avoir des zones de risque et des zones notamment des risques de contamination. Donc là, je lance, si vous permettez, Khadija, je lance un appel à ce que les citoyens puissent respecter les heures. Tout d'abord, la prise de rendez-vous. Ils doivent prendre le rendez-vous via la plateforme Narsa Khadamat, mais aussi respecter ce rendez-vous. Ce qu'on a remarqué et ce qui nous remonte du terrain, malheureusement, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui a un rendez-vous à 15 heures, il va se présenter à 9 heures. Celui de midi, il va se présenter également à 9 heures et à 10 heures, etc. Et donc, du coup, on a pas mal de gens qui sont devant nos locaux en grand nombre, alors que le rendez-vous il est précis, il est fixé à une date et à une heure précise. Donc là, si on peut respecter un petit peu le délai ou bien le rendez-vous qui nous est inscrit au niveau de la plateforme, mais également revenir avec son masque et aussi respecter la distanciation physique, c'est très important. Justement, je voulais évoquer avec vous cette question de prise de rendez-vous, mais c'est bien que vous l'ayez évoqué. Benasser Boulejoul, bon, justement, par rapport à cette plateforme khadamat.narsa.gov.ma, aujourd'hui, depuis donc son lancement, quelle évolution, quels sont les défis qui persistent? Parce que pour certains, peut-être que la prise de rendez-vous n'est pas un geste simple, mais en tout cas, vous avez des données par rapport à l'évolution de cette plateforme. Comment va cette évolution? Est-ce qu'elle va dans le bon sens par rapport au e-service de l'agence? Alors, aujourd'hui, cette plateforme, c'est un processus qui est irréversible. La pandémie Covid-19 nous a imposé un style de management très particulier, notamment d'avancer tout le processus de digitalisation et de numérisation. Donc, depuis la reprise de notre activité le 11 juin dernier, donc on a lancé effectivement cette plateforme. Au début, on avait quelques techniques, mais moi je pense que c'est un projet qui a pris maintenant de la maturité. Aujourd'hui, il n'y a pas les coupures, il n'y a pas les bugs techniques qu'on avait au début, et donc c'est une plateforme qui tourne à merveille. Un élément très important, c'est que cette plateforme, qui est aujourd'hui l'outil de contact vis-à-vis des citoyens, on est en train d'incruster et d'introduire de nouveaux modules très importants pour assurer d'autres services en ligne. Et à la date d'aujourd'hui, depuis qu'on a lancé cette plateforme, donc on a tout d'abord, c'était uniquement pour la prise de rendez-vous, que ce soit pour bénéficier des services au niveau de nos centres immatriculateurs, ou bien également au niveau des activités des centres de visite technique. À la date d'aujourd'hui, on a rajouté le dépôt des dossiers en ligne en ce qui concerne le renouvellement du permis de conduire et carte grise, parce que comme vous le savez, depuis l'entrée en vigueur de la loi 5205 le 1er octobre 2010, et on s'est retrouvé à fin septembre avec 1 million de citoyens qui sont obligés de renouveler leur permis de conduire et leur carte grise. Pratiquement, nous avons 700 000 permis de conduire et 300 000 cartes grises à renouveler d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire avant le 31/12/2020. Et du coup, on a imposé à ce que, pour éviter à ce que les citoyens se déplacent au niveau de nos centres, donc on a introduit un module au niveau de Narsa Khadamat, justement, pour permettre aux citoyens de faire la saisie en ligne de leurs dossiers et de récupérer l'ensemble des dossiers et de les envoyer par poste,
par voie recommandée pour permettre juste la vérification et la validation du dossier et envoyer au processus de production. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a introduit au niveau de cette plateforme. On a introduit également le paiement en ligne. Donc le paiement en ligne, donc il est aujourd'hui possible de payer les droits donc des différents services qui sont assurés par la NARSA. Donc de faire le paiement en ligne, ça aussi c'est une nouveauté qu'on a introduit au niveau de cette plateforme. Mais également il y a d'autres projets qui sont très très importants, notamment un qu'on va lancer incessamment, Inch'Allah, c'est la partie dématérialisation du certificat médical. Donc aujourd'hui, les citoyens ou bien les usagers, donc quand ils se déplacent au niveau des médecins agréés, donc pour avoir le certificat médical, pour continuer le processus de production, la demande de permis de conduire, donc ils sont obligés de récupérer le document, de l'envoyer, etc. Donc là, on est en phase finale de test de cette plateforme qui sera hébergée, installée avec authentification de l'ensemble des médecins agréés pour qu'ils puissent introduire et faire la validation en ligne, et le citoyen n'a pas à récupérer cette attestation et à la remettre au service de la NARSA, mais le processus il sera dématérialisé complètement. Parfait. Pour terminer, Nasser Bouladjoul, juste histoire d'avoir une idée sur le bilan des accidents de la circulation depuis le déconfinement et la reprise des activités de manière globale dans certaines villes, à moitié dans d'autres. Alors, sur le plan planétaire, au niveau mondial, le grand gagnant peut-être au niveau de cette histoire de pandémie Covid-19, c'est la sécurité routière. On a enregistré des records de baisse durant la période de confinement total. Nous étions presque à entre 75 et 80% de baisse durant la période de confinement total. Durant le mois d'août, pour vous donner une idée, et du fait que la baisse, parce que même avec cette reprise, on n'a pas atteint la normalité qu'on avait durant les années passées. Durant le mois d'août dernier, on a enregistré une baisse de 12% au niveau de l'ensemble des accidents, avec une baisse pratiquement de 33% au niveau des accidents mortels, une baisse 34% au niveau des tués et une baisse de 25% au niveau des blessés graves et une baisse de 18% au niveau des blessés légers. Le bilan des 8 premiers mois de l'année 2020, on a une baisse pratiquement de 25% au niveau des accidents, une diminution de 28% au niveau des tués et entre 27 et 29% pour la partie blessés légers et blessés graves, pour dire que effectivement aujourd'hui cette pandémie il a réduit un petit peu la mobilité et le trafic qui ont été durement touchés, et du coup dans le jargon de la sécurité routière, au niveau de notre jargon, on dit que le trafic, bien, le risque d'accident, il est intimement lié, il est fortement corrélé à la mobilité et au trafic. C'est-à-dire que même si on a un parc qui se compte par millions, si ce parc ne bouge pas, il n'y a pas de risque. Et du fait que la pandémie, il a réduit un petit peu le trafic et la mobilité des citoyens pour toutes les raisons, c'est-à-dire sanitaires imposées. Donc, du coup, on a eu une baisse spectaculaire au niveau de la sinistralité. Maintenant, cette baisse, il nous impose un certain nombre de défis, c'est-à-dire comment capitaliser sur ces baisses durant les années à venir et c'est-à-dire maintenir ce niveau de baisse en dehors ou bien même avec le retour dans les conditions de retour à la normalité. Et ça, c'est une donne qui est planétaire au niveau international. Merci beaucoup, Nasser Bouladjoul, directeur général de la NARSA, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci. Je vous en prie. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et avant d'établir le contact avec notre deuxième invité, je vous laisse avec ce papier de Al Benani qui résume les principales propositions de l'étude du Conseil économique, social et environnemental sur les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus Covid-19 ainsi que les leviers d'action envisageables. Vivre avec la Covid-19, c'est le premier des 7 axes suggérés par le CESE. Le Conseil voit dans la pandémie une occasion en or de revoir la distribution de soins à travers le pays et surtout d'accélérer la transformation digitale de l'administration publique, de l'enseignement à distance et du télétravail. Le deuxième axe du rapport du CESE se penche sur le renforcement de 3 rôles principaux de l'État, à savoir un État assureur systémique en période de crise sévère, un État social au service de l'intérêt du citoyen,
un État stratège et investisseur avec une vision à long terme. Le troisième axe appelle au passage d'un système de soins à un système global de santé accessible de qualité et développer les partenariats publics-privés du secteur. Le quatrième axe du CESE réitère l'importance soulignée par le souverain de la généralisation de la couverture sociale, le CESE qui propose aussi de réduire le taux d'imposition pour les tranches de revenus intermédiaires. Les recommandations du cinquième axe portent aussi bien sur le court terme que sur les aspects de moyen et long terme qui englobent l'ensemble des actions de restructuration et de révision des choix des politiques économiques du pays pour une croissance forte, résiliente et inclusive. Les sixième et septième axes de l'étude du CESE évoquent l'importance de renforcer la souveraineté énergétique, pharmaceutique et technologique du pays. Enfin et surtout, la mise en place d'une politique nationale intégrée et globale de la transformation digitale dans tous les secteurs du Maroc. Et avec nous depuis Casablanca, Amin Barkili, président de l'Ordre des experts comptables. Bonsoir Amin Barkili. Bonsoir la Khadija et merci pour l'invitation. Merci à vous d'accepter notre invitation. Tout d'abord, peut-être une réaction par rapport aux propositions du CESE, des propositions, rappelons-le, qui sont menées à atténuer les effets de la crise. Donc, ces propositions, il vient vraiment au bon moment. Mais toutes les propositions plus ou moins fiscales ne sont pas nouvelles. Ils datent de plusieurs années, dans la mesure où l'ensemble des échanges et des discussions en cours dans le cadre des travaux de réflexion pour une réforme fiscale ont évoqué ces sujets, notamment dans le cas des assises de la fiscalité. Alors justement, par rapport à ces propositions qui ont été élaborées lors de ces assises de la fiscalité, selon vous, est-ce qu'on est arrivé à un objectif acceptable parmi celles qui ont été retenues et donc appliquées aujourd'hui ? Oui, pas tous les objectifs, mais de plus en plus, on assiste de ces objectifs. N'oublions pas qu'on est toujours en train d'attendre la loi cadre. Pour moi, un des principes retenus lors de ces assises, c'est un principe qui est primordial, à revenu égal, impôt égal. C'est-à-dire que chacun doit payer en fonction de ses capacités. Alors, cela va dans le sens de ce réaménagement de l'impôt sur le revenu tel que proposé par le CESE. Si vous pouvez nous expliquer un peu plus cet IR progressif, comment cela fonctionnerait-il ? On rappelle bien sûr que ça fait partie des propositions de cette étude du CESE. Donc, c'est une proposition également des assises qui ressort des assises de la fiscalité. Donc, le réaménagement de manière optimale des taux et des tranches du barème de l'impôt sur le revenu a principal objectif le soutien du pouvoir d'achat, bien sûr des faibles revenus et des classes moyennes. Et je pense que le CESE a repris cette recommandation qui converge vers une fiscalité équitable, sociale et incitative à la consommation. Nous avons retenu le concept pour la première fois de foyer fiscal, dans la mesure où tout allègement de la pression fiscale est synonyme d'un allègement des charges des ménages et de facto un coup de pouce au pouvoir d'achat et de la demande intérieure, ce qui va permettre une dynamisation de l'économie nationale. Donc on voit que le système fiscal in fine répond à l'impératif de cohérence, de visibilité, d'équité, d'efficience et d'appuyer l'élargissement de l'activité et de la production de valeur ajoutée nationale. Donc il doit jouer pleinement son rôle de solidarité, de réduction des inégalités, de contribution à la cohésion sociale. Et je pense que le réaménagement de ce barème va dans ce sens. Si vous pouviez juste nous donner une idée concrète de ce réaménagement du barème, comment cela fonctionnerait-il ? Moi, je pense qu'ils vont très probablement réduire le taux de l'impôt sur le revenu pour les classes de revenus, c'est la classe moyenne. Et je pense que pour compenser ça, ils vont augmenter plus ou moins le taux pour les classes supérieures. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation ou une comparaison à faire peut-être avec cette contribution sociale telle que citée et proposée dans le projet de loi de finances 2021 ?
Moi, je pense que c'est deux sujets différents, hein. La contribution sociale, ça, c'est un sujet ponctuel qui va toucher l'exercice 2021 et qui va permettre à certaines classes sociales, à certaines classes de revenus de participer à cet élan social que connaît notre nation en ces moments de crise, hein. Mais bon, je pense que ça rejoint parce que cette contribution va être demandée à des revenus, par exemple pour l'IR, à des revenus qui dépassent 120 000 dirhams par an, d'accord? Mais je pense que même ces 120 000, c'est là où commence. On peut, par exemple, pour le réaménagement du barème de l'IR, penser à des revenus supérieurs à 120 000 et inférieurs à 120 000 et réfléchir à des taux qui correspondent à chaque classe, hein. On peut utiliser ça. Vous avez évoqué, Amine Barkili, tout à l'heure ce concept de système fiscal équitable. Qu'est-ce que c'est? Un système fiscal équitable, c'est-à-dire à revenu égal, impôt égal. C'est-à-dire qu'il faut chercher une équité fiscale pour encourager les gens à participer, à être des contribuables modèles. Et je pense que ça ne peut se faire qu'à travers un élargissement de l'assiette fiscale, une baisse de la pression fiscale. Donc c'est ça pour moi l'équité. Je voudrais juste terminer avec vous avec cette question des impôts indirects. On rappellera qu'ils représentent près de la moitié des recettes fiscales. Comment, selon vous, booster, vous avez évoqué au tout début de cette intervention, cette question d'encourager, de dynamiser le pouvoir d'achat via le système fiscal. Comment encourager cette demande intérieure? C'est vrai qu'aujourd'hui, les impôts indirects représentent une grande partie des finances de l'État. Donc l'État, à travers ce projet de finances, table sur une augmentation déjà des impôts indirects de 14% par rapport à 2020. En 2020 et aujourd'hui on table sur 96 milliards en 2021. Donc ces impôts indirects représentent plus de 42% sur le total des recettes ordinaires de l'État. Les impôts directs ne représentent que 35%. Donc avec une telle, il est clair que pour booster et pour répondre à votre question, la demande, il ne pourrait se réaliser qu'à travers et là de manière générale un allègement des impôts sur le revenu et le réaménagement du barème, comme cité tout à l'heure, pour inciter les ménages à disposer de la marge financière pour consommer davantage. Et un allègement également de l'impôt frappant la consommation. Il est opportun de reconduire, avant la TVA, il est opportun de reconduire certaines réductions fiscales telles que le droit d'enregistrement sur les transactions immobilières. Et je reviens à la TVA. On doit baisser la TVA sur la consommation de masse, notamment sur des biens et des marchandises et des services tels que le tourisme et les loisirs. Aujourd'hui, le tourisme il souffre phénoménal. Donc l'effet sera certainement très bénéfique sur des secteurs fortement sinistrés suite à la crise actuelle. D'ailleurs, lors des assises, les dernières assises, une recommandation a été proposée dans ce sens qui incite le réaménagement du taux de TVA. Donc on a proposé 0% pour les produits de première nécessité, 10% pour les produits de consommation de masse, 20% c'est le taux normal et un taux plus élevé pour les produits de luxe. Donc, et affecter une partie des recettes de la TVA à la généralisation de la couverture et aide sociale telle que décidée dernièrement par notre souverain. Merci beaucoup. Merci Amine Barkili, président de l'Ordre des experts comptables, de nous avoir éclairé, en tout cas sur cette question de fiscalité et comment cela peut devenir un levier de relance économique. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.